Bonjour tout le monde. Je vois que on est tous connectés. Donc le but en fait du séminaire qui commence dans moins d'une minute, ça va être d'explorer Horos et voir comment il nous permet de passer en 3D avec des fichiers STL, donc pour faire des analyses céphaliques. Alors certains d'entre vous n'ont pas les fichiers qu'il faut pour suivre. Donc pour aujourd'hui, ça ne va pas être important, mais demain, il faut qu'on ait tous les mêmes fichiers. Ces fichiers, je vous les envoie par mail. Donc, il me faut votre mail. Donc, je disais en fait que quand vous ouvrez votre fenêtre, vous êtes normalement, quand vous lancez Horos, vous êtes sur cette fenêtre et vous double-cliquez, vous allez ouvrir un des examens. Une fois que vous avez l'examen, en fait, ça s'ouvre sur les coupes natives, c'est-à-dire des coupes transversales si c'est un scanner automodensitométrie ou un cone-beam. Ici, vous allez voir les coupes transversales. Vous pouvez les reslicer ici en haut pour voir les coupes frontales. Ou encore sagittales. En fait, le balayage est assez utile parce que ça permet de faire un dépistage assez rapide, rechercher des corps étrangers, voir un peu ce qui se passe. Et c'est vraiment un mode de base. Et en fait, si par exemple on fait un scrolling, donc vous déplacez votre fenêtre pour intercepter des coupes différentes ici, ça va être utile pour voir les pathologies périapicales. Alors bien sûr, vous pouvez zoomer juste en pinchant votre écran, un peu comme on le ferait sur un téléphone portable ou un écran tactile. Et là aussi, ça va être utile pour faire du dépistage, en fait. Yeah. Si on veut aller plus loin, on peut voir ici que vous avez 5, 6 icônes, toutes très intéressantes. La première, en fait, elle permet de faire ce qu'on appelle le fenêtrage. Quelle valeur vous montrez et avec quelle largeur autour de cette valeur. Quand je me déplace horizontalement, j'augmente la largeur de ma fenêtre. Si vous regardez ce qui se passe sur l'écran ici, vous avez ces deux valeurs de fenêtrage, level, window level, et width, largeur, window width. Ici, j'ai 12 412 unités Hounsfield de large autour de la valeur 126. C'est une valeur assez faible qui correspond un peu à l'air ou à quelques tissus mous. Et si je me déplace vers le bas, vous voyez que c'est le niveau qui bouge. Par contre, quand je me déplace horizontalement, c'est la largeur qui bouge. Alors, si je mets par exemple un niveau assez haut correspondant à l'os, on va réinitialiser. Quand vous avez trop joué avec vos valeurs WL, WW, vous avez un menu ici qui vous permet de revenir à la full dynamic, c'est-à-dire vraiment à l'enregistrement original. Alors, je vais maintenant me déplacer latéralement, horizontalement, pour réduire la largeur des fenêtres jusqu'à 2. 2, ça veut dire qu'on va afficher juste deux niveaux, le noir et le blanc. Et en se déplaçant verticalement, on sélectionne quel niveau va être sélectionné. Eh bien, c'est comme ça que les logiciels permettent de faire ce qu'on appelle un peu de segmentation. Vous créez des surfaces à partir d'un volume. Et ça, on verra ça un petit peu plus loin. Revenons à la vue full dynamique. Cette deuxième icône est assez claire. En fait, c'est juste pour déplacer. Celle-ci aussi, zoomer pour ceux qui n'ont pas un clavier tactile. Sinon, on peut zoomer juste avec le clavier tactile. Cette icône ici vous permet d'attribuer une fonction à, si vous avez une souris 3 boutons, ça vous permet de rajouter une fonction à vous. Celle-ci aussi.
Et puis là, pardon, c'est cette fonction qui permet de changer les boutons. Celle-là, c'est juste pour tourner. C'est assez clair, en fait. C'est juste rotate. Et puis là, ça va être très intéressant parce que si vous cliquez ici, vous voyez qu'il y a une petite flèche. Si vous cliquez dessus, eh bien, vous allez pouvoir faire tout ce qu'on a besoin de faire comme mesure, notamment de la céphalométrie, mesure de longueur, d'angle, et aussi très important pour nous, si on veut passer en 3D, la possibilité de rajouter des points. C'est ici. Donc, si vous cliquez sur point et que vous allez, par exemple, ici, détecter votre épine nasale antérieure, vous voyez qu'on la voit super bien sur des coupes, eh bien, si je clique ici, je viens de rajouter un point qui définit l'épine nasale antérieure. Et c'est cette option-là qu'on va utiliser systématiquement pour marquer des points. Et on ne fera pas dans ce mode, on le fera dans des modes beaucoup plus avantageux qu'on va explorer par la suite. Mais ici, c'est une petite icône qui vous ouvre tout un monde de possibilités de mesure, et même mesurer des angles dynamiques, des lignes perpendiculaires, définir des axes, etc. Bien. Avançons. Ça, on a vu, ça, on a vu. On peut, avant d'aller sur ce gros bouton ici qui s'appelle 2D, 3D, juste voir un peu déjà ce bouton, qu'est-ce qu'il permet. Ça, c'est le mode MIP. C'est le mode Maximum Intensity Projection. Sur tous les pixels, sur tous les voxels, pardon, présents dans votre matrice de chiffres, dans votre donnée ConBeam, le logiciel va vous montrer uniquement le pixel le plus radio-opaque. Et il va écarter les autres. Alors que dans la radiologie conventionnelle, en fait, ce qu'on voit, c'est une moyenne de toutes les densités traversées par les rayons. Donc ici, quand on changera l'épaisseur des coupes, on a le choix de voir soit la transparence, donc en mode radio classique, la moyenne des valeurs, soit le pixel le plus fort, donc ça permettra de détecter des corps étrangers, isoler l'os, etc. Soit le pixel ou le voxel le moins fort. Et après, il y a des modes volume rendering qui ne sont pas opérables ici, mais qui le seront dans les modes qu'on va voir tout de suite. Bien, ici, on a vu cette première valeur, on en a parlé, c'est de loin la plus importante, c'est le niveau, le fenêtrage en fait. Quel est le niveau et quelle est la largeur autour de ce niveau? Qu'est-ce qu'on montre? Quels sont les voxels qu'on montre? Quelles sont les unités Hounsfield qu'on montre sur l'image? Eh bien, cette valeur est suivie par une autre valeur intéressante, le CLUT. CLUT, c'est Color Lookup Table. Ça permet de transformer les niveaux de gris en appliquant une simple opération mathématique en couleur ou bien en les inversant. Alors, si vous appuyez par exemple CLUT Black and White Inverse, l'image s'inverse, elle devient noir et blanc. C'est intéressant pour imprimer, si vous voulez imprimer une radio, pour ne pas bouffer votre cartouche d'encre. Il y a tellement d'encre noire dans une radio imprimée que ça peut boucher votre machine, votre imprimante. Donc, vous pouvez inverser. Bien. Et vous pouvez mettre des couleurs. UCLA, par exemple, va vous donner des fausses couleurs. Et là encore, quand vous agirez sur l'histogramme, c'est-à-dire sur le niveau, le level, window width, largeur, eh bien, ce que vous allez montrer va changer. En fait, toute la radiologie tourne autour du même besoin, montrer à notre œil, qui est complètement indigent, une réalité faite de chiffres. On n'est pas très, très bon avec nos yeux pour voir les choses. Les machines sont de loin meilleures que nous. Les algorithmes d'intelligence artificielle détectent plus de pathologies que l'œil du radiologue. Avançons. Plus loin ici, vous avez une table d'opacité. En fait, c'est comment votre écran, votre image, va se comporter par rapport aux unités Hounsfield. Soit ça va être linéaire, c'est-à-dire un changement d'une unité Hounsfield correspond à un changement de densité du pixel ou de couleur du pixel ou de niveau de gris du pixel. Et si c'est logarithmique, un changement de l'unité Hounsfield réelle va être multiplié par une échelle logarithmique. Et donc, ça permettra d'augmenter, de tirer un peu l'échelle des gris pour qu'on puisse voir mieux. Donc, vous pouvez avoir une table logarithmique inverse, logarithmique ou smooth, plate. Ça, je vous laisserai expérimenter vous-même ce que ça donne en fonction de vos préférences. Bien. Alors, on est prêt maintenant à aborder, ça ce sont des choses qu'on verra avec avantage sur d'autres modes. On peut maintenant rentrer sur ce gros bouton.
qui nous donne des modes radiologiques particuliers. Alors, 3D MPR, mais MPR c'est Multiplanar Reconstruction. C'est une reconstruction multiplan. Bien, donc ça permet d'avoir sur le même écran 3 coupes. Allons-y tout de suite, mettons-le. Multiplanar Reconstruction. On va enlever ces couleurs, revenir, donc on va aller à CLUT et dire No CLUT, No Color Lookup Table. Juste les données. Et on va voir Full Dynamic. Voilà. Donc là, on a une ligne bleue ici qui en fait correspond au plan bleu ici, vue de profil. Une ligne orange, c'est le plan orange. Et une ligne mauve, c'est le plan mauve. Et on peut bouger comme on veut nos plans. Et tout est coordonné. Alors, si vous voulez que vos zooms soient synchronisés, c'est-à-dire que quand je zoome sur une image, ici par exemple, que les autres images zooment, il faut activer ce bouton. Si vous le désactivez, vous allez pouvoir avoir des zooms différents sur les différentes images. C'est à vous de voir. Moi, je préfère le laisser activé tout le temps. Et ce mode ajoute d'autres éléments. Vous avez ici Fine. Fine, vous avez la meilleure résolution en fait de votre écran. Et vous pouvez aller sur Coarse. Coarse, ça vous fait gagner de la puissance. On ne voit pas forcément une dégradation importante de l'image, mais le logiciel sera plus réactif. C'est utile si vous avez une machine qui n'est pas très puissante. Ensuite, juste après, vous avez le mode MIP, Maximum Intensity Projection, Mean, etc. et une épaisseur. Alors, on ne voit pas de différence sur des coupes fines entre ces trois modes, parce que la moyenne ou la coupe, ou le pixel le plus fort de la coupe, c'est exactement la même chose. Mais dès que vous augmentez l'épaisseur, et ça se passe ici, vous pouvez spécifier une épaisseur, par exemple 5 mm. Vous voyez que vos lignes deviennent des bandes. Ça veut dire que ce carré mauve ici, c'est toute cette région-là. C'est une coupe. On va, par exemple, faire un occlusogramme. Pour bien voir l'occlusion, j'augmente mes épaisseurs, je me mets sur le plan occlusal en tournant. Ce qui est intéressant avec Oros, c'est que des outils très simples, mais parfaitement complets, vous permettent de créer tous les types d'images que vous voulez. Voilà, là, je me centre sur mon plan d'occlusion. Je vais réduire encore un petit peu mon épaisseur. Pardon, il faut aller dans l'autre sens. Alors, je sais que c'est autour de 18 mm, hein, à hauteur coronaire supérieure et inférieure. Voilà, est-ce que je suis bien dans le plan? Oui. Et sur cette vue-là, maintenant, j'ai quelque chose qui ressemble à un occlusogramme. Bien. Alors, vous voyez que vous pouvez bouger les fenêtres. Et si vous double-cliquez sur une fenêtre, elle va occuper tout l'écran. Voilà. Et en double-cliquant encore, elle revient. Double-cliquer, ça s'agrandit. On double-clique, ça revient. Pour l'instant, restons sur cette fenêtre en plein volume et on va jouer avec ces modes. Si je choisis le mode Mean, c'est-à-dire moyenne, vous voyez que l'image change. Alors pareil, là encore, vous pouvez jouer sur le fenêtrage pour avoir l'image qui est la plus agréable à vos yeux en fonction de ce que vous voulez voir. Et ici, vous avez une projection occlusale selon le plan d'occlusion. Et vous pouvez mesurer des choses comme le recouvrement, le décalage entre les incisives, la différence de diamètre transversal, même si il existe des modes plus intéressants pour ça, qu'on verra par la suite, surtout quand on passera en 3D, parce qu'ici, la mesure n'est pas assez précise. On verra qu'en 3D, on peut avoir des mesures vraiment extraordinairement précises. Le mode Volume Rendering, rendu volumique ici, eh bien, va essayer de créer des surfaces. Et là encore, si vous utilisez le fenêtrage, vous allez changer le rendu de votre image pour qu'elle ressemble à une coupe de vos scanners. Si vous scrollez, c'est-à-dire si vous faites glisser comme sur un écran de téléphone, c'est les coupes qui bougent. Et voilà. Et vous pouvez créer un nombre mais incroyable d'images différentes juste avec ces paramètres qui ne changent pas beaucoup, qui sont les mêmes d'un mode à l'autre. Vous pouvez par exemple faire une coupe encore plus fine pour aller voir ce qui se passe au niveau du plan d'occlusion. Voilà.
très précisément. Ma coupe fait 7 mm. On peut prendre 2 mm. Là, on est encore plus précis. Améliorer l'image avec vos curseurs. Voilà. Les possibilités sont infinies. Alors, le mode donnera des images différentes en fonction des différentes vues. Par exemple, si vous voulez voir le décalage entre vos milieux incisifs, il faut aller là. On va utiliser l'outil rotation pour tourner le volume. Voilà. Là, pour l'instant, on va faire un alignement assez simple sur les plans sagittal. On va revenir temporairement au mode MIP, qui est plus rapide, le temps de faire notre alignement. Voilà. Disons que là, je suis relativement aligné sur mon patient. Je vais peut-être réduire un peu l'espace ici, enfin l'agrandissement pour mieux voir. OK, donc maintenant, je vais régler mon plan sagittal. Très bien. Je tourne. Et là, il semble que j'ai bien orienté mon volume. Parfait. Alors maintenant, puisque je suis orienté, je peux commencer à critiquer les positions dentaires. Alors, je vais me déplacer devant, au niveau du secteur incisif. Je vais me déplacer juste en faisant glisser mes doigts sur le pavé numérique ou sur la surface tactile. J'ai avancé. Et là, je suis en train de voir mes incisives centrales et mes incisives inférieures. Je vais mettre un peu de volume et je vais passer au mode Volume Rendering, rendu volumique. Et je vais jouer sur l'histogramme pour montrer ce que j'ai envie de montrer. Et là, j'ai une vue de mon occlusion. J'ai une vue de mon occlusion. Voilà. Il semble que je vois une vue postéro-antérieure. Et si je tourne cette croix, eh bien, je me retrouve dans une vue postéro-antérieure. Mon volume est bien orienté. Je peux donc dire que mon milieu incisif est oblique. Et là encore, vous pouvez mesurer. Alors, pour mesurer, on a intérêt à avoir un zoom maximal. Et vous pouvez prendre votre règle et aller mesurer le décalage du milieu. Par exemple, je vous donne des exemples d'interface pour que vous soyez familier avec les outils qu'on voit. Si vous avez envie de mesurer le canting, l'angle d'inclinaison, très bien, vous créez un angle, donc vous sélectionnez angle et vous cliquez sur 3 points et ensuite vous allez les mettre, les ajuster. Voilà, 6 degrés. Ce logiciel mesure au millième de degré, au millième de millimètre. Vous pouvez voir ici que la valeur est de 1364. Bien. Ça, c'est un mode. On va revenir en full dynamic. C'est un mode. Je reviens en épaisseur 0. Je dézoome. Mais on va aller explorer un autre mode très utile, qui est celui que nous utilisons souvent. C'est le mode suivant, en fait. Voilà, MIP, ça, c'est le mode de visualisation. Alors, je dois fermer ce mode. On ferme. On revient sur le gros bouton 2D, 3D. Et on va choisir le mode suivant. Alors, 3D, Curved MPR. Curved, c'est parce qu'on va introduire une courbe ici, qui dans notre cas, nous, en dentisterie, sera une courbe panoramique, en gros, qui ressemble à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, entrons dans ce mode. Et maintenant, au lieu d'avoir seulement 3 fenêtres, j'en ai 4. On va enlever ce clat. Et là, j'ai 4 fenêtres. Une quatrième qui est complètement vide. Et si je regarde en haut, je vois qu'un outil s'est rajouté à ma barre. Il y avait 6 outils. J'ai un 7e maintenant. Tiens. Et ce 7e, ben, c'est pour définir une courbe. Si vous regardez ici, c'est fait pour que vous puissiez, en fait, tracer une courbe. Alors, pour une courbe de
de panoramique. Je vais me mettre à peu près autour du plan d'occlusion ici. Je vais choisir cet outil-là et je veux la créer, ma coupe, sur ce plan. Alors, je commence. Je fais un premier point, un deuxième point. Il ne se passe rien pour l'instant parce que je n'ai pas encore défini un plan. J'ai besoin de cliquer 3 fois pour que le logiciel trouve un plan et qu'il me fasse une coupe perpendiculaire à ma ligne et au plan où elle se trouve. Troisième point, et je vois ici qu'une image commence à apparaître avec 3 petites vignettes ici qu'on verra par la suite. Maintenant, on va juste continuer notre courbe. Alors, pas la peine de faire beaucoup de points. Quelques points suffisent. Et puis surtout, vous pouvez l'éditer pour avoir la panoramique idéale. Alors, on va peut-être augmenter l'espace pour cette panneau. Et juste aller voir ici les effets que mes déplacements font sur cette courbe. Voilà. Pour commencer à exploiter cette image, on va double-cliquer et vous avez une panoramique. Alors, si vous scrollez, vous changez l'angle de coupe. On va le mettre plus ou moins horizontal. Vous avez 3 lignes ici que vous pouvez écarter entre elles. Et en haut, à gauche, vous avez les valeurs d'écartement entre ces courbes. C'est utile si vous voulez chercher des sites d'implants, par exemple, qui se trouvent à 7 mm les uns des autres ou à 8 mm les uns des autres. La coupe A, c'est cette image, ici. La coupe B, ici. Et la coupe C, ici. Et une fois que vous avez réglé votre orientation, eh bien, vous pouvez donner de l'épaisseur. Alors, pour information, mais vous le savez déjà, l'épaisseur moyenne d'une panoramique est autour de 17 mm. Voilà ce que donne l'image à 21 mm ici, ou à, revenons, voilà, 17,5. Mais sinon, vous pouvez très bien taper la valeur qui vous arrange, disons 15 mm. Quand le trait de coupe est parfait, vous pouvez réduire la valeur. On va passer à 12. Là, à 12 mm, je vois toutes mes dents, donc c'est très intéressant. Bien sûr, si vous avez un décalage de classe 2 au niveau des incisives transversales, vous serez amené à augmenter cette valeur. Bien, et puis là encore, en scrollant, vous changez l'angle. Vous changez votre angle. Alors, c'est un mode très gourmand en calcul, donc il faut être patient, attendre un peu pour que les vues, se mettent à jour. Voilà. Bien. Alors, pareil, vous pouvez bien sûr, ici, changer le mode. Ici, on est bien sûr en MIP, on ne voit que les pixels les plus denses. Et si on veut une image qui ressemble à ce qu'on a l'habitude de voir sur des panoramiques, on passe en mode mine, on laisse le logiciel calculer, il nous sort une panneau. Et là encore, bien sûr, vous pouvez aller modifier votre densité pour avoir un contraste qui vous plaît, etc. Quand on fera un cours avancé sur Horos, on va aller s'intéresser à d'autres choses comme les circonvolutions, ici, qui permettent de donner une impression artificielle de netteté. Tous les logiciels dentaires font ça. Ça permet d'avoir des images qui ont l'air très nettes, même s'il n'y a pas forcément une information plus... C'est juste un algorithme de traitement d'image qui permet d'avoir l'impression d'une image nette. Moi, je préfère travailler avec les images réelles telles qu'elles ont été enregistrées. Mais pour imprimer ou pour faire des choses, parfois, ça peut être intéressant. Bien sûr, vous avez toujours accès au CLUT. Vous pouvez donc faire des panneaux à imprimer ou des panneaux en couleur, ce que vous voulez. Toujours les mêmes petits boutons, les mêmes petites icônes, qui sont des icônes que j'appellerais fondamentales en radiologie, et qui s'appliquent sur différents modes et différents types d'examens. Ça peut être un DICOM, une IRM, vous aurez exactement les mêmes boutons, exactement les mêmes possibilités de visualisation. Ici, c'est donc la qualité. Mettez-la à Corse, tant que ça ne dégrade pas votre image. Et ici, c'est l'angle de coupe par rapport à la courbe que vous avez dessinée. Est-ce qu'il coupe perpendiculairement à cette courbe
ou avec une certaine inclinaison. La résolution, vous pouvez travailler en résolution standard ou en haute résolution. Voilà. Vous pouvez simplifier votre trait de coupe pour qu'il ait une forme plus géométrique. Editing mode, c'est pour éditer la courbe. Il suffit de double-cliquer en fait ici et de cliquer là et vous passerez automatiquement en mode d'édition. Et si votre coupe ne vous plaît pas, vous avez toujours la possibilité d'aller sélectionner cet outil et de la bouger et d'avoir l'effet que vous voulez. Bien. Ça, c'est le mode 3D impair qui permet donc de faire des coupes obliques, des coupes type panoramique. Voilà. Bien. Ça, c'est la première demi-heure, hein, sachant qu'on a perdu 7 minutes au départ. Donc, on est à 27 minutes, 25 minutes. Je vais peut-être revenir sur la première fenêtre, voir s'il y a des questions. Personne n'a posé de questions pour le moment. Très bien. Qui est connecté encore? Ah ben super. Je vous ai envoyé, oui, Ashraf Khalil, je t'ai envoyé effectivement un lien à télécharger parce que dès que j'ai vu ton adresse mail, en fait. OK. Bien. Donc, on va revenir sur Blender. Tout le monde voit mon écran. Je vais demander à Adil. Et on va explorer un autre mode maintenant. Je ferme ce mode. Pour changer de mode, vous fermez sur Horos. Oui, ça. C'est bon, vous voyez toujours l'écran, Adil? Oui, oui. Magnifique. Ça se passe bien? Oui, très bien. Eh bien, super. OK. Enfin, personnellement, j'ai un petit décalage entre quand je te parle là au téléphone et quand je coupe, ça apparaît. Il y a un petit décalage. C'est normal, c'est normal, c'est logique. Ouais. On est nombreux okay. En fait. Allez, okay. ciao. Super. Alors, le mode 2D orthogonal impair, ça c'est un mode basique, très inintéressant à oublier. En fait, vous ne pouvez même pas tourner les lignes. En fait, c'est un peu les vieux viewers qui avaient, ou certaines même maintenant, ça peut être les viewers que vous recevez de certains radiologues. C'est assez limité. C'est juste un impair sans possibilité de tourner les images. Hein. Donc, ça s'appelle 2D impair ou quelque chose d'approchant. On va voir. Oui, c'est ça. 2D orthogonal impair. Tout est perpendiculaire. Le mode 3D, hémipair. Alors, hémipair, on a déjà vu ce que c'était. C'est juste là en haut, en fait. C'est Maximum Intensity Projection. Ça, on va dire, c'est le mode 3D quand on a une petite machine. Hein, quand on fait tourner en ROS sur une machine qui n'est pas puissante, eh bien, ce mode est utile parce que ça va donner des images en fausse impression de 3D. Alors, il faudrait que je passe en mode no-clut. Très bien. Et là encore, on va mettre full dynamic. Et je vais changer mon fenêtrage. Une 3D qui n'est pas bonne en fait, mais qui consomme pas beaucoup de puissance. Bien. On va maintenant fermer ce mode et voir les modes qui nous intéressent le plus. Le mode Volume Rendering, ce n'est pas celui qu'on va utiliser pour faire l'export 3D, pour passer donc en STL. Mais il est intéressant, d'abord, parce qu'il est très joli, en fait. C'est un mode qui permet de créer des images très, très belles. Alors, on va y aller. 3D Volume Rendering. Bien. Sur ce mode, vous avez ce qu'on appelle un CLUT Editor.
Color Lookup Table Editor, qui va se présenter de la manière suivante. Je vais augmenter un peu l'image ici. OK. Ça nous permettra de parler de ce que c'est qu'un histogramme. La fenêtre en bas, en fait, ce sont des statistiques sur vos voxels. Je vous rappelle que la réalité de ces images, en fait, c'est une matrice à 3 dimensions, une matrice de chiffres. Chaque chiffre, chaque élément de cette matrice est un voxel de votre radiologie. C'est-à-dire, en fait, une mesure de densitémétrie, une mesure Hounsfield, une mesure de densité. Quand on est dans des valeurs négatives, c'est l'air. Les tissus mous, c'est autour de 100 unités Hounsfield jusqu'à 200, 300 unités Hounsfield. L'os commence à partir de 800 unités Hounsfield jusqu'à peut-être 1600, 1700 sur certains cas. Et puis au-delà, ça va être l'émail. Et puis encore plus loin, mais beaucoup plus loin, ça va être les biomatériaux dentaires qui sont tous radio-opaques. Alors, donc si j'analyse cette courbe, en fait ici, ça c'est le volume de l'air qui a été enregistré par la radiologie, tout ça. Et puis là, j'ai un premier volume, ça c'est les tissus mous. Là, c'est l'os. Vous voyez, les tissus mous sont représentés un peu en rouge ici, sur cette courbe. C'est la couleur rouge que j'ai ici. Le blanc ici, c'est l'os. Et puis, si je fais coulisser ma courbe, je ne sais pas si vous le voyez, mais là, vous avez un petit pic tout petit. Ça, c'est les biomatériaux dentaires. Juste là. Alors, toujours est-il que si je bouge cette courbe, je change le rendu de l'image. En fait, cette courbe va assigner une couleur à l'écran à cette colonne de voxels qui ont cette densité Hounsfield qui est de 222 ici. L'os est là, environ autour de 700. Si je décale ma courbe, je vais pouvoir éliminer, parce que en fait, tous les tissus mous vont avoir 0, et ça me permettra de dégager une belle image de mes structures osseuses ici, plus nette. D'accord? Et si je continue à déplacer ma courbe, eh bien, je vais même éliminer l'os et n'avoir que les dents ici qui correspondent à cette épaisseur blanche, même pas les dents, en fait, les mailles. Voilà. Ici, c'est l'émail qui va être mis en... Alors, pareil, c'est toujours des choses qui nous permettent de voir un peu mieux. Quelque part vers un niveau comme ça, eh bien, ce sera éventuellement votre bilan paro tridimensionnel, en sachant qu'on ne peut pas faire confiance aux images tomodensitométriques, en tout cas du Colbeam. Peut-être le scanner est meilleur, nettement meilleur dans la mesure, mais il est plus susceptible aux artefacts. Donc, s'il y a beaucoup de biomatériaux, il ne donnera pas forcément une image intéressante par rapport au Colbeam. Même s'il existe des moyens d'éviter les artefacts, par exemple en inclinant le plan d'occlusion pour que les artefacts ne se projettent pas plein dans la zone d'intérêt, mais de toute façon, le Colbeam donnera de meilleures images. OK. Alors, évidemment, l'intérêt de ce mode, c'est qu'on va pouvoir pas seulement avoir une seule courbe de visualisation, mais plusieurs. Alors, c'est très simple, il suffit que j'aille ici, que je décide de créer une nouvelle courbe, elle est là. Je peux changer ses couleurs, par exemple, en double-cliquant sur une couleur, mettre du bleu, okay, un peu bleu ici, tout bleu, et voilà, bleu et blanc, ça ira. Et je vais donc associer cette courbe à la visualisation des tissus mous, et ça permet d'avoir une vision de l'esthétique du patient. C'est très intéressant parce que ce type de vue, en fait, renforce l'identification du patient à l'examen. Pendant qu'on présente, il ne va pas dire non, c'est pas moi, ou faire un déni. Quand on montre un nuage comme une panoramique à quelqu'un, en lui expliquant un plan de traitement lourd et coûteux, eh bien, sur la foi d'une panoramique que nous-mêmes, on a mis beaucoup de temps à maîtriser, à comprendre, eh bien, c'est normal que le patient ne s'identifie pas au discours. Ce n'est pas lui. Il fait un déni, il va réfléchir, il verra. Il n'est pas convaincu. Mais là, eh bien, il ne peut pas dire « c'est pas moi ». On peut réduire la transparence d'une courbe juste en l'abaissant comme ça. Et plus vous l'abaissez, plus elle devient transparente. Elle reste sensible, mais elle est transparente.
ou bien si vous l'écrasez complètement, elle disparaît. Je vous laisserai jouer avec tous ces réglages et créer vos propres valeurs. Alors, si vous aimez une valeur que vous avez créée, j'ai augmenté l'opacité ici, si vous aimez une valeur que vous avez créée, vous l'enregistrez, c'est très simple, vous allez alors là, ici, je pense, il y a un petit... et vous lui donnez un nom, on va mettre test webinar, save. Pour retrouver vos réglages, en fait, il faut aller dans 3 des presets ici, et vous avez des choses basiques, et vous pouvez bien sûr créer les vôtres. Je vous montre parmi les choses intéressantes, Soft Tissue ici, vous avez un mode Airways qui vous permet de voir les voies aériennes supérieures. Si vous double-cliquez dessus, il va s'appliquer à votre volume. Et ça, c'est un mode qui vous permet de voir les voies aériennes de votre enfant. Continue. Les sinus, la pneumatisation. Pareil, vous allez pouvoir jouer avec votre... J'ai perdu le bas de ma courbe, en fait. Bon, pas grave. Voilà, c'est bien comme ça. Vous allez pouvoir jouer avec cette courbe pour donner plus ou moins de visibilité à vos structures. OK? Bien. Ce n'est pas le mode qui nous intéresse, mais c'est un joli mode qui crée de jolies images. Donc, on va le fermer et on va directement aller au mode STL, Export STL, qui est là. Surface Rendering. Alors, le 3D endoscopie, ça permet de... C'est un peu de la 3D surfacique, mais ça vous permet de vous balader à l'intérieur d'une oreille, d'une bouche, d'un nez. C'est assez intéressant. On va peut-être le visiter. Voilà, ici, vous avez votre volume qui est créé. Et là, vous allez mettre votre endoscope quelque part. L'endoscope est là. Vous changez l'orientation et vous changez la direction. Mettez par exemple à l'intérieur des voies aériennes. Je vais réduire ici l'agrandissement. Et vous pouvez créer des vues type endoscope. Enfin, ce n'est pas vraiment un mode qui nous intéresse. C'est fait pour aller explorer un côlon ou faire des choses comme ça. Ce n'est pas vraiment notre pain quotidien, en fait. Mais c'est intéressant. Vous créez des chemins pour votre endoscope virtuel. C'est intéressant. Allons directement au mode qui nous intéresse le plus pour la suite de ce webinaire. Donc, en fait, quelles sont les possibilités d'exportation à partir du DICOM? Allez, 3D Surface Rendering. Quand vous rentrez dans ce mode, vous avez besoin de définir une valeur qui va être la valeur à partir de laquelle le logiciel créera une courbe. Si je veux sélectionner les structures osseuses, alors vous avez des valeurs prédéfinies pour bone. Choisissez la valeur prédéfinie. Il nous donne 500. Vous appuyez sur OK. Le logiciel va calculer une surface à partir de ça. Je vais laisser le temps de calculer. Et ça vous donne une image de ce type. Et vous remarquerez, tout à l'heure, on avait cliqué sur un point qui s'appelle l'épine nasale antérieure. Et vous voyez que ce point
fait partie maintenant de votre volume STL, il est là. C'est typiquement le type d'export qu'on va faire pour aligner des modèles issus de scans intraoral, pour bien les aligner par rapport au plan faciaux du patient, pour être vraiment de face, vraiment de profil, et pour pouvoir faire un smile design, un setup d'orthodontie, un WhatsApp. Et ça, c'est l'objet de nos futurs séminaires. Pour bien en profiter, je vous recommande donc de télécharger Oros, qui malheureusement ne tourne que sur Mac. Si vous n'avez pas de Mac, vous pouvez télécharger un logiciel qui s'appelle slicer.org. Vous trouverez à slicer.org. Faites-moi un mail, je vous en renverrai le lien si vous avez besoin. Si vous n'avez pas d'examen d'ICOM, je peux aussi vous en envoyer un pour que vous puissiez vous entraîner en fait. Voilà. Et une fois que vous avez un fichier comme ça, vous pouvez l'exporter. On va faire export. Alors, évitez le format STL parce que le format STL va écraser vos points, notamment vos points céphalométriques. Choisissez plutôt le format wavefront, .obj. Si vous avez une surface simple comme une face, comme la face du patient, ce n'est pas grave si vous l'exportez en STL. Mais si vous avez plusieurs petits îlots, comme les points des surfaces, passez au point obj. Bien. Alors, en changeant donc en fait le setting de la surface, vous pouvez le changer à n'importe quel moment ici. Je clique. Je vais prendre par exemple skin, la valeur peau. Bien sûr, vous pouvez jouer sur cette valeur pour changer votre image. Plus vous l'augmentez, plus ça va changer. Je demande un calcul. Je laisse la machine calculer. Normalement, elle va me calculer la surface de la peau. Voilà. Ça, c'est la surface du patient. Nous verrons vers la fin, quand on fera un séminaire avancé en 3D, comment on peut plaquer des UV maps, c'est-à-dire des photos du patient, en fait, les plaquer sur cette surface-là, pour avoir un rendu proche de l'apparence réelle du patient. Bien que ça n'apporte rien, en fait, sur le plan diagnostique, mais c'est juste pour faire joli. Ce n'est pas vraiment important. Ce qui va être important, c'est la face en elle-même ne sera pas importante pour notre workflow par la suite parce qu'on va surtout travailler avec des valeurs architecturales de Delaire et des choses, des positions plus centrées sur la position des dents et des mâchoires plutôt que sur l'esthétique qui est le résultat de la position des dents et des mâchoires et pas un mode de validation suffisant. On a assez d'éléments avec l'analyse de l'air pour ne pas avoir besoin de regarder le visage à aucun moment du flux de travail. Ça, c'est ce qu'on verra par la suite. Mais sachez que si vous voulez le faire, c'est ça. Et si vous utilisez une valeur de setting plus importante, par exemple 1800 unités Hounsfield, là, je vais tout éliminer, ne garder normalement que les dents. Une fois qu'on aura fait notre export, comment le nettoyer avec un logiciel gratuit qui s'appelle Mesh Mixer. Si vous ne connaissez pas, faites-moi un mail, je vous enverrai le lien de téléchargement. Ça marche sur PC, Mac et Linux. Ah non, pas Linux, juste PC et Mac. Donc, Mesh Mixer vous servira à nettoyer ces fichiers pour qu'ils soient faciles à gérer par les logiciels 3D. Les fichiers qui sont trop complexes comme ça ont tendance à faire cracher les logiciels 3D. Et Blender, par exemple, si un fichier présente des erreurs, c'est-à-dire qu'il n'est pas manifold, tout ça, c'est des notions qu'on verra par la suite, eh bien, il va tout simplement le refuser. Bien. Donc, je vous remercie tous pour votre présence, votre patience. J'ai demandé à ce que le webinaire soit enregistré. Donc, s'il est enregistré, je pourrais le partager aussi par la suite. Comme ça, vous pourrez le revoir. Une fois que tout sera prêt, je pense qu'on peut maintenant revenir au niveau de la fenêtre principale. Arrêtez de partager l'écran, restez sur la webcam. Et oui, alors si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Version Windows Oros, ça n'existe pas, c'est Al-Qadr. Elle n'existe pas malheureusement. Par contre, tu peux faire de la segmentation avec Slicer. Voilà. Très
Très bien. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite le chat. Le prochain camp à quelle heure? Parfait. Donc, Christelle, ce sera demain. Alors, le week-end, on peut faire tôt, vers 16 heures. En semaine, comme les enfants ont des cours par Internet, eh bien, on fera plutôt vers 18 heures. Comme ça, on ne surcharge pas les plateformes. Ouais, très bien. Thanks a lot. Merci, 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 merci. Ben, merci à vous aussi. Super sympa. Merci, merci, merci. Merci. Oui, 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 c'est bon. Eh ben, je suis très content que ça se soit bien passé. Alors, pour mon adresse mail, je vais entrer ici, mon adresse mail, Hicham Hayat, K-H-A-Y-A-T, @gmail.com. Il suffit de me faire un mail avec ce dont vous avez besoin. Et puis, moi, je vous envoie les fichiers, les liens vers les logiciels, enfin, tout ce dont on a besoin. Idéalement, l'idéal, ce serait d'avoir alors un PC pour suivre le webinaire et un deuxième PC ou un Mac de préférence à côté pour manipuler en même temps. Et on essaiera d'enregistrer les webinaires tant que possible pour qu'on puisse les revoir après en cas de besoin, en fait. Voilà, donc je vous souhaite un très bon week-end et un bon confinement et à très bientôt. Merci, bravo.